L'obus déchire la terre gelée à 30 mètres du hangar. Le sol s'élève en une colonne noire. L'onde de choc projette le capitaine de la sécurité d'État Elizarov contre le blindage éventré d'un char soviétique BT-7. La boue lui fouette les visages. Octobre 1941, région de Moscou. Le front craque et s'effondre. La ligne de défense est définitivement broyée par les chenilles allemandes. Le sergent-chef Levchenko reste debout. Il s'agrippe de ses mains couvertes de cambouis au bord du compartiment moteur. L'arrière du char léger est boursouflé. Les plaques de blindage sont tordues vers l'extérieur de manière contre nature. La géométrie d'usine a été massacrée au chalumeau. Le char ressemble à un cadavre de fer étripé. Elizarov secoue les mottes de terre humides de son manteau de drap. Sa main droite se pose par réflexe sur son holster. Dans sa main gauche, il serre un formulaire jaune et détrempé. Une sentence. Article 58. Exécution par peloton pour trahison. Motif: sabotage et dégradation volontaire de matériel de guerre en situation de combat. Levchenko ne regarde pas l'officier politique. Il fixe la cloison découpée. L'acier du blindage a été scié à la racine. La rigidité de la caisse est rompue. Le char a perdu sa protection structurelle. « Tu vas passer au tribunal, sergent », lance Elizarov d'une voix sèche. Il a du mal à couvrir le sifflement dans ses oreilles dû à l'explosion proche. « J'irai », répond Levchenko en saisissant une lourde barre à mine. « Si je n'ai pas le temps de démarrer. » Un autre obus explosif ouvre un cratère derrière les restes du mur en briques de l'atelier. Des éclats brûlants frappent la fonte dans un hurlement strident. Elizarov se baisse instinctivement. Levchenko poursuit sa tâche. Le bloc massif bute contre le châssis. Les dimensions ne correspondent pas, à 4 cm près. Le mécanicien saisit une masse de 8 kg. Il prend son élan. Un coup violent s'abat sur le rail de guidage. Le métal gémit lamentablement. Des étincelles jaillissent sur son bleu de travail imbibé de gasoil. « Cessez ce sabotage !» Elizarov dégaine son pistolet de service. L'acier noirci vise précisément la poitrine du mécanicien. « Tire, capitaine !»« Mais le char, c'est toi qui le traîneras », lâche le sergent en jetant la masse. Il enfonce l'extrémité de la barre à mine sous le bâti. Les muscles de ses bras tremblent sous une tension extrême. Son visage est gris, marqué par la suie incrustée et un manque de sommeil chronique. Le front recule inexorablement. Il y a une demi-heure, des éclaireurs miraculeusement rescapés ont signalé la percée d'une colonne motorisée allemande. Il n'y a plus de temps. Le vent froid d'octobre déchire le papier dans la main de l'officier. L'encre bave sous la pluie fine et glacée. La signature du commandant de bataillon y est déjà. Le capitaine est tenu d'exécuter la sentence sur le champ. Le crime est flagrant. Le mécanicien a découpé de son propre chef une plaque de blindage structurel. Le vrombissement s'intensifie. C'est le son monotone et oppressant de dizaines de moteurs lourds qui pèsent sur les nerfs. L'ennemi avance en un coin serré, écrasant les derniers barrages d'infanterie dispersés. La terre commence à vibrer sous les bottes. Levchenko pèse de tout son poids sur la barre à mine. Le sang suinte abondamment de sous un ongle arraché. La graisse épaisse se mélange à la sérosité chaude sur le métal rouillé. Le bâti se déplace de 2 mm dans un grincement strident. 2 degrés, râle le mécanicien entre ses dents serrées. Donne-moi ces 2 degrés, sinon le cardan va s'arracher au premier démarrage. Il ne demande pas de grâce. Il exige des degrés techniques. Elizarov fait un pas en avant. Son index se pose fermement sur la détente. « Tu as découpé la plaque de blindage », martèle le capitaine.
La machine va éclater aux coutures au premier impact d'un obus de rupture. Elle n'ira pas jusqu'à l'impact, rétorque Levchenko en se retournant brusquement. Ses yeux sont excavés. On n'a pas de puissance. Il nous faut de la reprise. Le hurlement perçant d'une mine les jette tous deux dans la boue froide. L'explosion sature les positions de la garde à 100 mètres du hangar dévasté. Les gémissements des blessés sont instantanément noyés dans le fracas d'une nouvelle canonnade d'artillerie. Les Allemands ont parfaitement réglé leurs tirs sur le secteur. L'étau se resserre à toute allure. Elizarov se relève le premier. D'une manche sale, il essuie le sang de sa lèvre fendue. Le papier de la sentence de mort est resté au fond d'une flaque, pour toujours. « Démarre !» lâche le capitaine. D'un bond, Levchenko est sur le blindage. Ses semelles glissent sur l'huile répandue. Il s'engouffre dans les entrailles étripées du char. L'espace y est insupportablement exigu. L'air est saturé de caoutchouc brûlé, de métal calciné et d'humidité. L'emplacement pour le nouvel agrégat géant a été usiné à la main, à la lime émoussée. Les soudures sont grossières. Toute cette structure démente ne tient que par des boulons serrés à bloc et des câbles d'acier. L'officier regarde par l'écoutille ouverte. Son pistolet est toujours braqué vers le bas. « S'il cale, je te loge une balle dans la nuque », promet Elizarov. « Passe-moi la clé de 32, tranche Levchenko. » Le capitaine de la sécurité d'État se fige. Obéir aux ordres d'un prévenu en état d'arrestation est une violation flagrante du règlement. Une nouvelle salve de l'artillerie allemande pulvérise le toit d'un dépôt de munitions dans la rue voisine. L'onde de choc frappe violemment les tympans. Elizarov se penche. Ses doigts tâtonnent dans la mélasse froide et saisissent la lourde clé. Le métal brûle de froid. Le capitaine tend l'outil dans l'obscurité de l'écoutille. Levchenko attrape la clé. Un grincement métallique retentit. L'écrou résiste. Le filetage est foiré. Le mécanicien arc-boute ses jambes contre la cloison d'acier. Il tire la clé vers lui. Un craquement sonore retentit. Le filetage cède. « Envoie la sauce !» hurle Levchenko du fond du compartiment étroit. Il travaille à l'aveugle. Au toucher, il assemble des pièces absolument incompatibles. Il encastre l'énorme bloc dans l'espace réduit du compartiment moteur. Le jeu est nul. Les vibrations détruiront ses fixations fragiles après 10 minutes de combat actif. Il le sait parfaitement. La terre tremble de plus en plus fort. Les chars ennemis arrivent en tir tendu. Un obus perforant traverse dans un sifflement le mur en briques de la chaufferie juste à côté d'eux. Des éclats de briques acérées lui lardent le visage. Une poussière épaisse et âcre envahit les poumons. Une toux sèche lui déchire la gorge. « Le temps !» hurle l'officier, couvrant le grondement croissant des diesels ennemis. « C'est prêt !» Levchenko surgit de l'écoutille, un morceau de câble épais serré dans ses mains sales. D'un geste sec, il court-circuite les contacts sur les bornes. Silence. Seul le cliquetis des chenilles allemandes résonne de plus en plus près. La mort approche à toucher. Le moteur reste muet. Elizarov lève lentement son pistolet. Le sursis est terminé. « Sabotage !» constate le capitaine d'un ton glacial. Le chien claque bruyamment en s'armant. Levchenko fixe le canon noir. Aucune peur. Juste la rage sourde d'un professionnel. De toutes ses forces, il frappe le blindage du poing. Ses phalanges éclatent. Du sang frais macule le métal froid. « Donne-moi l'étincelle !» rugit le sergent. Il saisit la lourde clé et frappe de toute sa force le corps grippé du démarreur. Le choc du métal contre le métal résonne plus fort qu'un coup de feu. Le contact interne se fait. L'acier tressaille. 3 jours plus tôt. Le tchernosium de la région de Moscou était devenu un piège infranchissable. La boue avait la densité du ciment
et la viscosité de la colle. Le char BT-7 du lieutenant Gorelov s'était posé sur le ventre au milieu d'un champ labouré. Le moteur M17T hurlait à plein régime. Le bloc développait 400 chevaux. Par temps sec, cela suffisait pour une percée rapide. Maintenant, ces chevaux s'enlisaient dans l'étreinte mortelle du sol. Les chenilles patinaient dans le vide avec un fracas sauvage. Les patins ne trouvaient aucune prise solide. La mélasse argileuse avait totalement colmaté les barbotins. Le char tremblait de tout son long. La transmission gémissait sous une pression monstrueuse. La boîte de vitesse travaillait à l'usure. Levchenko gisait dans une tranchée inondée d'eau glacée, 100 mètres en arrière. À travers ses jumelles, il observait l'agonie de la machine de guerre. Il voyait les pots d'échappement cracher une fumée bleuâtre. Le moteur étouffait. Le mélange de carburant arrivait dans les cylindres. Les étincelles frappaient les bougies. Les pistons déchiraient le métal. Mais la machine restait immobile. Le manque de couple transformait le char rapide en une cible fixe. L'absence de traction signifiait la mort. La physique travaillait contre l'équipage. À 800 mètres devant, un tireur allemand était posté. Son œil était collé à l'oculaire de la lunette de visée. Ses mains tournaient méthodiquement les volants de pointage vertical et horizontal. Le canon de la pièce anti-char PAC-38 s'abaissa avec fluidité. Calibre 50 mm. Distance idéale pour une perforation garantie du blindage léger soviétique. Calcul froid. Aucune émotion. Juste de la balistique pure. Vent de travers, 3 mètres par seconde. Cible immobile. Aucune correction d'avance nécessaire. Le pourvoyeur engouffra avec force un obus perforant dans la culasse. Le bloc de culasse se referma dans un claquement métallique. Le canon était prêt au tir. Dans les écouteurs de Levchenko, la radio de campagne grésillait. Les ondes se noyaient dans les craquements de l'électricité statique. À travers les parasites denses, la voix déformée du radio du char de Gorelov perça. « Les tours chutent! La boîte explose! Donne de la puissance! Pousse !» Le cri se mua en un râle déchirant. « Donne de la traction! On brûle sur place !» Le rugissement du moteur en arrière-plan atteignit une fréquence critique. Les soupapes claquaient. Le moteur allait serrer d'une seconde à l'autre. Le coup partit. L'éclair à la lisière de la forêt se confondit avec le bref sifflement de l'air fondu. L'éther radio explosa dans un hurlement strident de métal déchiré et se tut instantanément. Le noyau de tungstène frappa la plaque de blindage frontale. L'énergie cinétique de l'obus défonça sans peine la barrière d'acier. L'angle d'inclinaison du blindage ne joua aucun rôle. L'obus traversa la machine de part en part. Les éclats de blindage portés au rouge se dispersèrent à l'intérieur en éventail. Une mitraille de métal fondu cribla l'équipage en une fraction de seconde. Le moteur s'étouffa dans son propre sang. Un éclat avait sectionné la conduite d'huile principale. Le moteur toussa une fumée noire et s'arrêta. Un silence assourdissant s'installa. Le manque mathématique de puissance s'était conclu par la géométrie du piège. Un angle d'impact idéalement calculé, multiplié par la vitesse nulle de la cible. Levchenko projeta son corps hors de la tranchée. L'eau boueuse gicla de toutes parts. Il s'élança en avant, sautant par-dessus les cratères récents. Une équipe de mitrailleuses allemandes repéra le mouvement. La MG-34 entra en action. Les traceuses lacérèrent l'air juste au-dessus de la tête du mécanicien. Le plomb s'enfonçait dans la terre meuble avec un bruit de succion. Des mottes de boue lui frappaient violemment le visage. Levchenko tomba sur le ventre. Il rampa. Ses coudes s'écorchaient sur les cailloux. Les balles fauchaient l'herbe à quelques centimètres de son casque. Il atteignit l'arrière brûlant du char.
Il grimpa sur la chenille. Le métal lui brûlait les mains à travers ses moufles en toile épaisse. Une odeur de chair brûlée, de caoutchouc calciné et de gasoil évaporé lui monta aux narines. Levchenko saisit la poignée de l'écoutille de la tourelle. Il tira vers le haut. Le verrou était coincé par la déformation de la caisse. Le sergent arc-bouta sa lourde botte contre la tourelle. Il contracta les mâchoires. Il arracha le métal brûlant vers lui dans un râle animal. L'écoutille bascula en arrière dans un grincement. De l'ouverture s'échappa une colonne dense de fumée âcre. Levchenko retint son souffle et plongea à l'intérieur. Le lieutenant Gorelov gisait sur la culasse du canon. Un gros éclat d'obus lui avait traversé la cage thoracique. Le sang s'écoulait par larges pulsations sur le râtelier de munitions, inondant les douilles de laiton brillantes. Le mécanicien saisit le commandant par les courroies de son baudrier en cuir. Il tira violemment vers le haut. Le corps était mou et s'accrochait au mécanisme de pointage. D'un coup sec, Levchenko extirpa le mort de l'écoutille. Il le balança en bas, directement dans la boue. Une longue rafale de mitrailleuses lourdes cribla les réservoirs de carburant externes. Le combustible se déversa en un flot puissant sur le blindage. Le risque d'une explosion volumétrique devint total. Levchenko redescendit dans l'enfer du compartiment de combat enfumé. Le tireur était mort. Le pilote mécanicien était assis dans une position contre nature. Ses mains étaient crispées sur les leviers en acier des embrayages latéraux. Ses doigts étaient blancs sous l'effet d'un spasme pré-mortem. Jusqu'à la dernière milliseconde, il avait tenté d'extraire du moteur les tours salvateurs inexistants. Levchenko, par des coups brefs et brutaux, dégagea les mains du mort des leviers. Il traîna le corps pesant à l'extérieur. Les mortiers allemands commencèrent un tir de réglage serré sur la machine soviétique hors de combat. Une première mine de 81 mm tomba à 20 mètres. Les éclats tintèrent drus contre le blindage. Levchenko sauta au sol. Il saisit les deux corps par les cols de leurs manteaux. Il les traîna dans l'ornière profonde laissée par le char. Les muscles de son dos et de ses jambes étaient pris de violentes crampes. Le poids de la chair morte, alourdi par l'eau d'automne et la boue collante, semblait insurmontable. Il les tira sur 10 mètres, 15, 20. Il s'effondra avec eux au fond d'un large cratère de bombes d'aviation. L'air s'échappait en sifflant de ses poumons déchirés. Levchenko se tourna sur le dos. Au-dessus de sa tête, un autre obus hurla longuement et pulvérisa l'arrière du BT-7. Les restes du char s'embrasèrent instantanément en une flamme vive. Une colonne de fumée noire et grasse monta vers le ciel gris. Le sergent regardait le feu. Son visage était couvert d'une croûte rigide de boue et du sang des autres. La configuration d'usine du char avait été la cause directe de la mort de ces hommes. Un moteur trop faible avait signé leur arrêt de mort. Les concepteurs dans leur bureau s'étaient trompés dans leurs calculs. Ils n'avaient pas prévu ce maudit tchernosium. Ils n'avaient pas intégré de réserve critique de couple. Levchenko regarda ses mains entaillées et ensanglantées. Il essuya le sang de son visage. À cet instant, le deuil se transforma totalement en un problème d'ingénierie froid. Cette machine devait recevoir un nouveau moteur. Un moteur capable de déchirer n'importe quel bout. Un agrégat capable d'arracher des tonnes d'acier à n'importe quel piège tactique. Un moteur qui ne calerait jamais sous un feu croisé. Les tours manquants seraient trouvés. Le prix n'avait aucune importance. La géométrie du piège serait brisée par la force brute. La pluie frappe de plein fouet. L'eau d'octobre se mélange à l'argile et imbibe la veste ouatée de part en part. Le sergent Levchenko rampe au fond d'un ravin profond et raviné. Au-dessus de lui, la shrapnel éclate. Les chasseurs allemands labourent le secteur au plomb.
L'air vibre sous le vrombissement des moteurs lourds des Messerschmitt. Levchenko écrase son visage dans la mélasse froide. Les traceuses fauchent l'herbe sèche sur les bords du ravin. La mort passe à un demi-mètre. Le sergent continue de ramper. Il a encore dans les oreilles le craquement du blindage déchiré du char de Gorelov. Il lui faut une revanche. Il lui faut une force capable de briser le calcul allemand. Devant lui, une silhouette noire émerge du brouillard. Du métal déchiqueté. Une odeur de kérosène et de câblage brûlé. Encastré dans le flanc du ravin, un avion d'assaut soviétique Il-2. La capsule blindée est fondue par l'impact direct d'un obus de DCA. La queue est arrachée. L'aile gauche n'est plus qu'un squelette d'aluminium brisé. Levchenko se hisse à la force des bras. Il glisse sur l'argile mouillée. Il atteint la partie avant de l'appareil. Le pilote est mort. La cabine est inondée de sang. Le sergent ne regarde pas le pilote. Le sergent regarde sous les tôles arrachées du capot. Là gît la bête. Un moteur d'aviation Mikulin AM-38. Un colosse en V à 12 cylindres. L'incarnation de la puissance absolue. 1600 chevaux. Une réserve de traction triple pour son char léger. 4 fois plus que ce qu'il y avait sur le BT-7 d'usine. Cette pensée d'ingénieur, emprisonnée dans l'acier et l'aluminium, s'enfonce lentement dans la boue moscovite. Levchenko passe sa main ensanglantée sur les couvre-culasses froids. Le moteur est intact. Le blindage de l'avion a encaissé le choc. Le bloc cylindre n'est pas percé. Les canalisations ne sont pas rompues. Cette masse de métal ne rentrera physiquement jamais dans le compartiment moteur étroit du char. Les lois de la géométrie hurlent à l'impossibilité. Le centre de gravité va se déplacer. La transmission volera en poussière sous un tel couple. Levchenko se moque de la physique. Levchenko sort de sa botte une lourde clé à molette. Le sifflement de l'air fendu frappe les tympans. Un bombardier allemand entame un second passage. La terre tremble sous l'explosion proche d'une bombe de 50 kilos. L'onde de choc projette le sergent contre le fuselage. Un bord tranchant de duralumin lui entaille la joue. Le sang inonde son œil gauche. Le mécanicien l'essuie d'une manche sale. Il empoigne sa clé. Il place la mâchoire sur le premier contre-écrou, fixant le moteur au bâti. Le métal est grippé par la température monstrueuse et l'impact au sol. La clé ne bouge pas. Levchenko arc-boute ses bottes contre le blindage déchiré de la carlingue. Il pèse de tout son poids. Les muscles de son dos se tendent à l'extrême. Ses tendons craquent. L'écrou reste de marbre. Il saisit un lourd caillou. De toutes ses forces, il frappe le manche de la clé. Des étincelles pleuvent sur le sol imbibé de kérosène. Un coup, un autre. Le filetage cède dans un crissement aigu. Le mécanicien desserre l'écrou. Ses doigts sont pris de crampes. Il reste encore 11 points de fixation. Le feu de la DCA s'intensifie. Les éclats tambourinent sur les restes des ailes. Il n'y a pas de temps pour un démontage soigné. Le front s'écroule. Les chars ennemis foncent vers la percée. Levchenko passe au bloc d'allumage. Les faisceaux fins du câblage aéronautique sont entrelacés en un système complexe. Pas le temps de dénouer les nœuds. Il enroule un épais faisceau de fil de cuivre autour de son avant-bras. Il plante ses bottes dans le bloc cylindre. Il tire d'un coup sec vers lui. L'épaisse isolation lui entaille la peau jusqu'à la chair. La douleur lui transperce le bras du poignet à l'épaule. Les cosses
sautent de leur logement dans un craquement. Levchenko tombe sur le dos, entraînant avec lui le système nerveux du moteur arraché à la racine. Le cuivre brille au milieu de la boue et du sang. Le schéma électrique a été conquis par la force brute. Une nouvelle attaque aérienne sature le ravin. Une rafale de mitrailleuse laboure le sol à 10 cm de la jambe du sergent. La boue jaillit en fontaine. Levchenko ne se cache pas. Il se jette sur la rampe d'injection. L'écrou est foiré. La mâchoire de la clé glisse sur les pans émoussés. Le mécanicien serre le métal à main nue. Ses doigts glissent dans l'huile moteur. Il accroche ses ongles dans l'interstice. Il tire vers lui. L'ongle de son index s'arrache de son lit dans un craquement. Une douleur fulgurante lui frappe le cerveau. Le sang gicle sur les cubulures. Il ne lâche pas prise. Il presse sa paume sur son doigt arraché. La conduite de carburant se détache du bloc dans un bruit de succion humide. L'eau envahit les cylindres ouverts. Levchenko arrache la veste en cuir du pilote mort. Il la jette sur les carburateurs. La protection contre l'humidité est cruciale. La moindre goutte d'eau dans le collecteur tuerait le moteur au premier démarrage. Le mécanicien continue de dévisser les lourds goujons. La tête d'un boulon éclate. Le métal teinte. Un éclat acéré traverse le tissu de son treillis à l'épaule. Un filet de chaleur coule le long de son dos. Levchenko ignore la blessure. Il saisit un burin. Il le place contre les restes du goujon. Un coup de masse. Le burin broie la fonte. Un autre coup. Le marteau dérape et lui fracasse les phalanges. Le sergent grogne sourdement. Il recrache la boue de sa bouche. Il empoigne l'outil de sa main ensanglantée. Il frappe à nouveau. Le goujon cède. Le rugissement des moteurs au-dessus de sa tête se transforme en un sifflement strident. Un bombardier en piqué largue une grappe. La terre autour du ravin se soulève. L'onde de choc frappe le mécanicien à la poitrine. Elle le projette contre le métal mouillé du fuselage. L'air est expulsé de ses poumons. Des cercles noirs dansent devant ses yeux. Levchenko râle, cherchant de l'air saturé de cordite et de mort. Il s'agrippe au bâtimoteur. Il se relève lentement sur les genoux. Il contemple l'agrégat libéré. Une tonne de fer pur et de haine. Ce moteur forcera le BT-7 à voler au-dessus des tranchées. Où il transformera le char en tombeau collectif à la première tentative de démarrage. Le choix est fait. La première étape de cette symbiose démente est achevée sous un feu d'enfer. L'automne dicte ses règles. La nuit a figé le hangar en béton à moitié détruit dans un froid polaire. À l'extérieur, un grondement lourd et sourd ne cesse de croître. Les chenilles des chars allemands en approche broient méthodiquement le sol gelé de la banlieue de Moscou. Le cercle de l'encerclement se resserre à vue d'œil. À l'intérieur de l'atelier de réparation flotte une odeur de vieille huile de vidange, d'isolant brûlé et de désespoir muet. Le sergent Levchenko se tient au-dessus de la fosse moteur ouverte du char BT-7. Le moteur d'origine M17 a été arraché. Le treuil a soulevé le bloc cylindre mort dans un grassement. L'huile moteur s'écoule sur le béton fissuré comme un sang noir et épais. Le char est vide. Le char est absolument sans défense face au combat qui s'annonce. Au-dessus de l'orbite rouillée de la caisse, suspendu à des chaînes d'acier tendues, pend le nouvel agrégat. Le moteur d'aviation AM-38. 12 cylindres massifs
brille d'un éclat terne sous la lumière de la seule lampe rescapée. Une tonne de puissance mécanique primitive. 1600 chevaux. Le problème tue tout espoir. Le colosse aérien est plus long que le compartiment du char de 40 cm. Le centre de gravité va inévitablement basculer. L'équilibrage d'usine est impossible. La physique hurle à l'échec total. Le mécanicien ignore les lois de la physique. Levchenko saisit un lourd chalumeau. Les tuyaux en caoutchouc s'étirent comme des serpents noirs vers les bouteilles écaillées de carbure et d'oxygène. « Ouvre la vanne », lance sèchement le sergent. Le jeune soldat de l'équipe de réparation déglutit péniblement. Ses mains sales tremblent. « Chef, c'est la cloison de blindage principale. C'est elle qui tient toute la géométrie de la caisse. Si on coupe la structure porteuse, le char va se plier en deux au premier tir. C'est l'article 58. Sabotage délibéré. C'est le peloton sans jugement. » Levchenko serre fermement la vanne en laiton du brûleur. Un obus perforant allemand le pillera bien plus vite. Ouvre le gaz. Le sifflement de l'oxygène, sortant sous haute pression, frappe les nerfs à vif. Levchenko actionne le briquet. Une flamme bleue déchire la pénombre du box dans un rugissement assourdissant. La température grimpe instantanément au-delà de 1000 degrés. Le sergent dirige le dard de feu vers la plaque d'acier. Le blindage épais résiste à contre-cœur. Le métal rougit rapidement. Il entre en ébullition. Il crache des gouttes incandescentes de toutes parts. Une gerbe d'étincelles blanches frappe le mécanicien en pleine poitrine. Des gouttes de laitier liquide brûlent le canevas épais de sa veste ouatée. Une odeur de ouate calcinée et de chair humaine brûlée envahit l'espace exigu du char. Levchenko ne se détourne pas. Il appuie avec force sur le levier d'admission d'oxygène. La flamme devient encore plus dure. Le chalumeau découpe millimètre par millimètre la structure porteuse de la machine. Le crime de fonction s'accomplit au rythme de la canonnade d'artillerie qui approche. Une gerbe d'étincelles tombe au fond, sur le plancher imbibé de gasoil. Le feu prend instantanément. Des langues de flammes jaunes se jettent dans un vrombissement sourd vers les conduites de carburant endommagées. À un demi-mètre du foyer gisent les obus lourds du râtelier. Une détonation ne laisserait même pas de cendres du hangar. « Ça brûle !» hurle le soldat, terrorisé, en se ruant vers la sortie du box. Levchenko rejette le chalumeau allumé de côté. Pas le temps de chercher un extincteur à mousse. D'un geste brusque, le sergent arrache de ses épaules sa lourde capote militaire. Il saute directement dans les entrailles exiguës du char en flammes. Il se jette de tout son poids sur le feu qui gagne du terrain. Il recouvre le métal brûlant du drap de laine épais. Il frappe furieusement les bords du vêtement de ses poings. L'oxygène est coupé. Le feu résiste désespérément. Une chaleur intense traverse sa vareuse. Levchenko grogne sourdement entre ses dents serrées. Il écrase la capote de toute sa masse. Les flammes s'étouffent dans un sifflement ténu. Une fumée blanche et âcre lui pique ses yeux rougis. Le mécanicien se relève lentement. Ses paumes sont couvertes de brûlures violacées. La peau de sa main gauche a éclaté et saigne. « Donne la masse !» râle Levchenko. Il recrache avec force de la suie noire sur le sol. La découpe n'est pas traversante. Le gaz est tombé en panne dans la bouteille, traîtreusement. Un épais morceau de la cloison de blindage reste suspendu à des pontets d'acier portés au rouge. La largeur du compartiment manque toujours cruellement. Levchenko saisit la masse de 16 kilos. Il n'y a pas d'espace pour un élan normal. Les parois du compartiment de combat entravent ses mouvements. Il se met à genoux directement sur le sol métallique
couvert de cambouis et d'huile de vidange. Il empoigne le manche en bois glissant de ses mains brûlées et ensanglantées. Le premier coup claque aux oreilles plus fort qu'un coup de fusil. La fonte répond par un gémissement sourd et prolongé. Une vibration violente remonte des mains jusqu'aux articulations des épaules. Deuxième coup. Troisième. Levchenko frappe en rythme, cruellement. Il met dans chaque élan toute sa haine envers la mort qui approche. Le sang des ampoules crevées poisse le manche lisse. Une nouvelle explosion, toute proche, fait voler en éclats les derniers carreaux des hautes fenêtres du hangar. Des fragments acérés tombent en une pluie de verre sur le dos courbé du sergent. Il ignore la douleur. 12e coup. La soudure cède dans un fracas d'artillerie. Les liaisons métalliques se rompent définitivement. Une plaque d'acier d'un quintal s'abat dans un vacarme de tonnerre. Les métals chutent, totalement incontrôlés. Le bord déchiqueté et encore brûlant du blindage frappe de plein fouet la jambe droite de Levchenko. Le craquement de l'os qui se brise résonne distinctement à travers le grondement croissant de la canonnade. Le sergent s'écroule lourdement sur le flanc. Un râle sourd, animal, lui échappe malgré lui. Il plante ses dents de toutes ses forces dans la manche sale de sa vareuse. Une douleur aiguë paralyse son corps. Sa vue se brouille instantanément. La lourde plaque a cloué son tibia contre la tôle striée du plancher. L'os n'a pas percé la peau, mais la jambe gonfle à vue d'œil. La terre tremble à nouveau sous une salve nourrie de canons de chars. L'avant-garde ennemie pilonne les positions du bataillon en tir tendu. On entend nettement le crépitement sec et cadencé des mitrailleuses lourdes. La mort est aux portes du box. Levchenko recrache le tissu mordu de sa manche. Il s'agrippe de ses doigts ensanglantés et tremblants au bord de la plaque de blindage. Ses muscles se crispent sous l'effet d'un épuisement extrême. Dans un effort incroyable, surhumain, il déplace la masse d'acier sur le côté. Il dégage sa jambe broyée du piège de métal. Le mécanicien se hisse à la force du poignet. Il parvient avec peine à se tenir sur sa jambe gauche. La droite pend comme une loque, effleurant à peine le sol. Son visage, blanc comme de la craie d'hôpital, est couvert d'une épaisse couche de suie et de grosses gouttes de sueur froide. Son regard est rivé sur l'ouverture béante du compartiment découpé. Les dimensions correspondent enfin. La chirurgie sanglante est terminée. « Lâche la chaîne !» hurle-t-il vers le haut, la voix brisée par l'enrouement. « Descends le moteur !» Une tonne de métal aéronautique inerte descend inexorablement. Les chaînes en acier du palan teintent sous une tension extrême. Les maillons s'encastrent avec un craquement dans les dents en fonte du tambour. Levchenko se suspend de tout son poids au levier du treuil manuel. Sa jambe droite brisée pulse d'une douleur déchirante à chaque mouvement, aussi infime soit-il. L'os broyé frotte contre l'os. Le mécanicien transfère toute sa charge sur son membre valide. Le bloc-cylindre de la M38 s'enfonce en grinçant à travers l'ouverture élargie au chalumeau. La géométrie est faussée. L'agrégat accroche les bords. Le métal déchire cruellement le métal. Une gerbe d'étincelles blanches s'abat sur le fond huileux du char. Le moteur se pose avec un choc sourd sur les supports en acier soudés à la hâte. Le BT-7 tressaille de toute sa carcasse de plusieurs tonnes. Les soudures des supports gémissent longuement sous la surcharge, maintenant un poids colossal à la limite de l'élasticité du métal. La première étape de cette mission suicidaire est accomplie.
Le problème de l'accouplement rigide subsiste. L'arbre de ce géant de l'aviation ne correspond absolument pas à la transmission standard du char. Normes d'ingénierie différentes, cinématiques différentes. Levchenko rejette le levier du treuil. Il saisit sur l'établi encrassé un disque massif d'un gris sale. Un mécanisme d'embrayage de prise de force récupéré sur un tracteur allemand détruit. Une pièce étrangère, ennemie, pour assurer cette monstrueuse symbiose. Les perçages de centrage du flasque accusent un décalage de 8 mm. Sans un alignement parfait, l'arbre à cardan volera en éclats dès la première seconde. Levchenko serre à mort la fonte allemande dans l'étau. Il saisit une lourde perceuse manuelle. Il appuie la crosse en bois de l'outil contre sa poitrine creuse. Le forêt en acier allié touche la surface poreuse. Le mécanicien commence à tourner frénétiquement la manivelle. Le métal grince. Les copeaux ne sortent pas. La fonte de haute qualité résiste. À l'extérieur de la base, une mitrailleuse anti-aérienne jumelée tonne par longues rafales. L'infanterie ennemie a percé la deuxième ligne de défense. La distance d'engagement s'est réduite à 900 mètres. Levchenko appuie plus fort de sa poitrine sur la perceuse. Sous la vareuse trempée de sueur, la peau s'écorche à vif à cause du frottement constant. La vitesse de l'outil augmente. Des copeaux de fonte acérés lui cinguent le visage, se plantant dans ses joues comme de fines aiguilles. Une goutte de sueur âcre lui brûle l'œil gauche. Le sergent ne cille pas. Il tourne sans s'arrêter. La fonte chauffe. Une fumée épaisse s'élève du point de contact. Il n'y a plus de liquide de refroidissement depuis longtemps. Levchenko crache sur le forêt brûlant. La salive s'évapore instantanément dans un sifflement sonore. Un claquement sec. La perceuse s'enfonce brusquement. Levchenko heurte l'étau de tout son poids. L'air s'échappe de ses poumons dans un sifflement. Le forêt a volé en 3 éclats dentelés. L'acier trempé, trop cassant, n'a pas supporté le moindre désalignement. Un gros éclat entaille profondément la paume du sergent. Le sang inonde la pièce allemande, se mélangeant à la poussière d'acier pour former une pâte abrasive immonde. Levchenko arrache en silence l'éclat de métal de sa chair à vif. Il essuie rapidement sa main mutilée sur son pantalon ouatiné. Il serre un nouveau forêt dans le mandrin et reprend sa rotation incessante. Le rythme s'accélère. La douleur s'efface devant la mécanique primitive. Un trou est percé. 2e trou. 3e. Après 40 minutes d'un labeur exténuant, le mécanisme est prêt. Levchenko saisit l'ensemble modifié de ses mains ensanglantées. Son propre sang provoque un glissement dangereux là où une fixation rigide est vitale. Il se glisse maladroitement dans le compartiment moteur exigu. Il insère le disque d'acier entre l'extrémité de l'arbre moteur et la boîte de vitesse. Il n'y a aucun jeu. Ses doigts sont coincés entre 2 masses de fer froid. « Envoie les boulons !» exige le mécanicien d'une voix rauque. Pas de réponse. À l'extérieur du box, le bruit sourd d'une chute retentit, suivi immédiatement par le fracas de bottes militaires sur le béton brisé du hangar. Une ombre allongée occulte la lumière de la seule ampoule intacte. Par l'écoutille ouverte de la tourelle, un lieutenant du NKVD regarde à l'intérieur. L'officier serre fermement un pistolet Tokarev dans chaque main. Les chiens sont armés. Derrière lui se tiennent 2 colosses des troupes de barrage, pistolets mitrailleurs au poing. « Lâche l'outil !» ordonne le lieutenant d'une voix monocorde. Un constat sec et mortel. Les mains sur le blindage. Levchenko
soutient toujours le mécanisme d'embrayage. L'ensemble pesant ne tient que par ses doigts déchirés. S'il lâche prise, la fonte s'écrasera au fond dans un fracas, brisant le carter en aluminium et anéantissant toute chance de faire bouger la machine. « Va te faire foutre !» grogne Levchenko. « Serre l'écrou de fixation. L'alignement va se barrer. » D'un bond, le lieutenant est sur le blindage. Une botte cloutée frappe le sergent au visage. La tête du mécanicien part violemment en arrière, sa nuque percutant l'arête d'acier de l'écoutille. Le sang de son nez fracassé inonde ses lèvres. Levchenko encaisse. Il ne lâche pas la pièce vitale. Ses muscles se pétrifient sous une tension inhumaine. 2 soldats sautent dans le compartiment moteur. L'espace exigu se transforme en une mêlée sanglante. Des crosses frappent les côtes du mécanicien. Levchenko est plaqué de force contre la cloison froide. « Maintiens l'arbre !» hurle le mécanicien comme un dément, recrachant une dent cassée. Un soldat assène un coup de crosse sur la main droite du sergent. Un spasme crispe ses muscles. Ses doigts se desserrent par réflexe. Le mécanisme d'embrayage s'abat sur l'extrémité de l'arbre. Par miracle, le disque s'emboîte exactement sur les cannelures. Un cliquetis métallique résonne. Le verrou s'est enclenché. L'accouplement impossible est scellé, au mépris de la violence. L'officier du NKVD plaque brutalement le canon de son pistolet contre la tempe pulsante de Levchenko. « Au nom de Balois, pour sabotage armé !» martèle le lieutenant. Son index presse la détente. Le sol se dérobe. Un coup au but d'un obus de 105 mm pulvérise la colonne de soutien du hangar. Les dalles du plafond s'effondrent dans un fracas primitif à 10 mètres du char. L'onde de choc jette tout le monde à terre. Le pistolet du lieutenant heurte le bord de la tourelle et le coup part accidentellement, la balle sifflant vers le plafond dévasté. Une poussière de briques âcres sature les poumons. Un sifflement de commotion emplit les oreilles. Levchenko reprend ses esprits le premier. Allongé sur le métal sale, sa main gauche trouve une clé à molette massive. L'officier secoue la tête, tentant de ramasser son arme. D'un revers de sa lourde clé, Levchenko brise le poignet du lieutenant. Un craquement net. Le pistolet tombe au fond du compartiment. Le sergent s'abat de tout son poids sur l'officier blessé. Il plaque son avant-bras contre sa gorge, l'écrasant contre l'arête tranchante du blindage. « Ça pète de partout, lieutenant !» râle Levchenko au visage du tchéquiste. « Le tribunal attendra. L'arbre est enclenché. Faut que ça démarre. » Les soldats du détachement de barrage se relèvent et épaulent leurs armes. Les culasses claquent en synchronisation. La mort rôde des 2 côtés, par les canons des pistolets mitrailleurs à l'intérieur et par ceux des chars allemands qui forcent déjà les portes de la base. Levchenko ne desserre pas sa prise sur la gorge du lieutenant haletant. Le regard du mécanicien est plus lourd que la fonte. Le sang goutte de son menton directement sur la vareuse propre de l'officier. « Tirez !» murmure Levchenko d'une voix à peine audible. « Et crevez tous ici dans 3 minutes. » Le capitaine de la sécurité d'État, Elizarov, s'avance pesamment à travers les débris. La poussière se dépose sur ses pattes de colle bleu foncé. Le lieutenant râle au sol, serrant son poignet brisé. Les soldats abaissent leurs armes avec hésitation sous le regard de plomb de leur commandant. Elizarov sort de sa sacoche un formulaire d'interrogatoire vierge. Le papier jauni crisse. Ce bruit bureaucratique semble surréaliste au milieu du chaos. L'article 58 exige le respect des procédures. Même au bord d'une fosse commune, le système exige un papier en règle. Levchenko s'adosse lourdement à la tôle striée du char mutilé. Sa jambe droite
pend selon un angle contre nature. Son visage n'est plus qu'un masque de suie et de sang. Sa respiration est un sifflement humide à travers ses dents cassées. « Donne les noms de tes complices, sergent », dit Elizarov d'une voix atone. Le métal du protocole se heurte au métal de la guerre. Qui a donné l'ordre de détruire l'intégrité structurelle de cet engin? Un premier obus de mortier de 81 mm perce le toit du hangar dans un hurlement strident. L'explosion pulvérise une étagère vide. Des éclats brûlants lèchent les murs de béton. Elizarov ne tressaille pas. Son porte-plume reste immobile au-dessus du formulaire. La 4e brigade blindée fonce tête baissée dans une impasse tactique, crache Levchenko, expulsant un caillot de sang sur la botte de l'officier. La radio 71 TK est foutue, portée 0. Les Allemands ont déployé des batteries anti-chars derrière la côte. 30 pièces lourdes. La brigade va s'engager dans la souricière dans 40 minutes. Ils vont brûler jusqu'au dernier. Un deuxième impact, bien plus proche. Un éclat large comme une main éventre le flanc du char dans un grincement effroyable, à 10 cm de la tête du sergent. Levchenko ne détourne pas le regard. Cela ne vous regarde pas. Répondez aux questions. Indiquez le mobile du crime, ordonne Elizarov en remplissant méthodiquement les cases. La machine bureaucratique n'a pas de marche arrière. Dehors, le grondement s'intensifie. L'artillerie automotrice allemande concentre son feu sur la base. Les murs tremblent. De lourds morceaux d'armature tombent du plafond. L'un d'eux transperce le thorax d'un jeune soldat du détachement de barrage. L'homme s'écroule sans un cri. La mort apporte ses propres corrections à l'enquête. Levchenko s'arrache brusquement au blindage. Il fait un pas désespéré sur sa seule jambe valide et empoigne le capitaine par le col de sa capote impeccable. Il laisse sur le drap des traces noires et huileuses. Le mobile, c'est de survivre et de buter du Boche, hurle le mécanicien. Sa voix se brise en un rugissement qui couvre le fracas des obus. Le moteur d'usine ne donnait que 400 chevaux. Dans cette terre noire, notre machine est un cercueil immobile. On vient d'y coller 1600 chevaux. Elle va fendre la boue comme un express. Elle seule peut rattraper la colonne et couper la ligne de feu. D'un coup sec, Elizarov se libère et dégaine. L'acier bronzé pointe à nouveau le visage du mécanicien. La peur t'a fait perdre la tête. Un moteur d'avion va déchirer la transmission dès que tu toucheras l'embrayage. Le char brûlera sous ses portes. Tu ne fais que retarder ton exécution. Levchenko part d'un rire sinistre, qui ressemble à la toux d'un tuberculeux. Le cardan est soudé à bloc. J'ai installé un embrayage allemand. On a fait sauter tous les limiteurs. Elle ne brûlera pas tant que je n'en aurai pas extrait tout le jus. Rengaine ton fer, capitaine. Tu n'as plus le choix. Sans moi, tu ne démarreras jamais cette bête. Et sans ce char, la brigade sera réduite en cendres. Tu passeras toi aussi devant le tribunal pour la perte de tes effectifs. Le système te bouffera aussi impitoyablement que moi. Un autre obus pulvérise le seuil des portes. Les lourds battants d'acier sont dégondés dans un hurlement assourdissant et s'effondrent à l'intérieur. Une colonne de fumée âcre et l'odeur de la tholite brûlée s'engouffrent dans la brèche. À travers la fumée, on distingue les éclairs des tirs allemands. L'infanterie ennemie est à portée de grenades. Levchenko ignore le pistolet braqué sur lui. Il boite vers l'écoutille du conducteur et se glisse avec une peine infinie dans l'habitacle imprégné de sang et de gasoil. Ses doigts cherchent les commutateurs. Elizarov contemple un instant le formulaire vierge. Puis, il regarde l'infanterie allemande qui avance.
La logique de fer du règlement vole en éclats contre la réalité de fonte d'un combat perdu. Le protocole perd tout sens quand il n'y a plus personne pour exécuter la sentence. Lentement, presque à regret, le capitaine abaisse son arme. Un clic sec, la sûreté. Le pistolet retourne à l'étui. Le capitaine déchire rageusement le procès-verbal et en jette les lambeaux dans une flaque d'huile de vidange. Il s'approche du blindage frontal. « Si le moteur cale, je te bute moi-même à travers la cloison. » Lâche Elizarov d'une rage rauque d'homme acculé. « En tourelle, l'officier !» hurle Levtchenko depuis les entrailles d'acier. « Tu indiqueras le chemin vers le tribunal. » Elizarov prend appui sur un galet de roulement et plonge dans l'ouverture sombre de la tourelle. À l'intérieur, l'odeur de l'équipage précédent est insupportable. Le capitaine prend le siège du commandant, cale ses pieds et se cramponne au poignet de la mitrailleuse. Dehors, c'est l'enfer. Les mortiers allemands pilonnent le hangar. Chaque seconde compte. Levtchenko empoigne les leviers de direction. Le contact a été arraché. Du tableau de bord ne sortent que des fils dénudés. Le mécanicien arrache l'isolant avec ses dents et recrache le caoutchouc amer. « Mets le contact !» hurle-t-il à s'en arracher les poumons. À tâtons, Elizarov trouve l'imposant commutateur en ébonite et l'enclenche d'un coup de poing. Levtchenko aboute les fils. Les lampes témoins s'allument faiblement. Le démarreur est sous tension. Le silence avant la tempête pèse sur les tympans. Le sergent retient sa respiration. Ses doigts serrent le contact improvisé. Une étincelle lui mord les mains. Le courant s'engouffre dans l'énorme moteur. Le décompte du Frankenstein commence. L'air manque dans l'habitacle saturé d'ozone et de gasoil. Levtchenko force le contact. Le démarreur pousse un hurlement d'agonie. Le courant frappe les 12 cylindres du Mikulin. Une seconde de silence. Le métal tressaille. La détonation se produit. Le moteur AM-38 s'éveille dans un rugissement tellurique. Des flammes bleues d'1 mètre jaillissent des pipes d'échappement tronquées. Les gaz brûlants remplissent le compartiment. L'onde de choc projette Elizarov contre la culasse du canon de 45 mm. L'officier s'écroule à genoux, assourdi. Ce n'est pas le bruit d'un diesel réglementaire, c'est le rugissement d'un avion de chasse enfermé dans un cercueil d'acier. La vibration fait voler en éclats les prismes des épiscopes. Le BT-7 s'agite dans une fièvre mécanique violente. Une tonne de métal étranger cherche à s'échapper, broyant les fixations artisanales. Les boulons grincent sous une pression incroyable. Les phalanges blanchies, Levtchenko se crispe sur les leviers de direction. Sa jambe gauche s'écrase sur la pédale d'embrayage. Sous sa semelle encrassée, l'embrayage allemand attend. La boîte de vitesse est conçue pour 400 chevaux. 1600 chevaux s'apprêtent à s'abattre sur elle. Les lois de la mécanique condamnent les pignons à une rupture immédiate. Le mécanicien râle et relâche brusquement la pédale. Un choc monstrueux secoue la carcasse. Le fracas du métal qui se déchire frappe les tympans. Par miracle, le cardan résiste. Les dents d'acier s'imbriquent violemment. Les chenilles hurlent en patinant sur le béton huileux dans une gerbe d'étincelles. Le char ne s'élance pas. Il bondit. 15 tonnes d'acier soviétique s'élancent avec la grâce d'un animal enragé. Le couple monstrueux plaque Levtchenko contre son siège. Sa jambe brisée explose de douleur. Le sergent recrache un sang épais sur le tableau de bord. La machine fonce vers les portes. La distance est dévorée en 1 seconde. Trop tard pour freiner. Le système a été shunté. C'est l'impact. La proue blindée déchire les lourds battants comme du papier mâché.
Le grincement du fer se noie dans le rugissement du géant de l'aviation. La maçonnerie explose en un nuage de poussière grise. Le char emporte tout, arrachant les gonds et l'armature. La lumière du jour frappe les yeux à travers les débris. Une poutre de béton de 3 tonnes s'abat sur le compartiment moteur. Le blindage bricolé encaisse. Le char fait irruption à l'extérieur. Dehors, l'infanterie allemande est à l'assaut, à 20 mètres. Les soldats en manteau gris se figent. De la poussière surgit un monstre d'acier à la poupe déformée, crachant des flammes bleues et une fumée noire. Levchenko ne dévie pas. Il dirige l'engin droit sur eux. La chenille droite broie le premier groupe de combat dans un craquement sinistre. Les patins écrasent une MG-34 et son tireur. Les os se brisent dans un bruit écœurant. Une boue sanglante gicle sur le blindage. Des lambeaux de chair obstruent instantanément les barbotins. « Feu !» hurle Levchenko dans le phonique inerte. Il martèle du poing le plafond d'acier. Sonné par le choc contre la culasse, Elizarov reprend ses esprits. L'instinct de survie balaie d'un coup les articles du règlement. Le capitaine s'agrippe aux détentes de la Degtiarev jumelée. Son index écrase la détente jusqu'à la garde. Une rafale continue fauche les rangs ennemis. Le plomb déchire les corps. Les blessés hurlent, tentant de fuir les chenilles rugissantes qui les écrasent sans ralentir. La tourelle pivote par saccades. Elizarov écrase la pédale de tir du canon. Le coup part. L'obus explose au cœur de l'infanterie en retraite. La terre se mélange au sang et à la neige fondue. L'ennemi sort de sa torpeur initiale. Un feu de riposte nourri s'abat sur le char. Les balles perforantes martèlent la tourelle pivotante dans un fracas métallique. Un fantassin allemand épaule son lourd fusil anti-char. La distance se réduit à 10 mètres. Le coup part. La lourde balle au tungstène percute la plaque de blindage frontal inclinée. Le mince acier soviétique encaisse le choc oblique. Le ricochet s'envole vers le ciel gris d'automne dans un hurlement prolongé. À l'intérieur de la cabine exiguë, un éclat de métal acéré se détache de la paroi. Le morceau d'acier siffle à 1 mm de la tempe de Levchenko, traçant un sillon profond et sanglant sur la pommette du sergent. Le sang inonde son œil gauche. Le mécanicien ne s'attarde pas sur sa blessure. Il tire violemment le levier de direction droit vers lui. Le char pivote brusquement, avec une vivacité surnaturelle, dans le tchernosium détrempé de la région de Moscou. Des gerbes de boue épaisse jaillissent sous les chenilles. La puissance colossale du moteur modifié ignore totalement la résistance du sol visqueux. La terre ne retient plus la machine. Le moteur rugit à son régime maximal. L'aiguille mécanique du compte-tours s'affole au-delà de la zone rouge. Levchenko engage un rapport à l'aveugle. La boîte de vitesse émet un craquement funeste. Le métal grince, mais encaisse l'augmentation brutale du couple. La vitesse de l'engin grimpe en flèche. 30 km/h à travers le champ profondément labouré. 40, 50. Cette symbiose d'acier et de désespoir s'arrache de la nasse de feu de la base de réparation dévastée. Devant eux s'étendent les longs kilomètres d'un no man's land périlleux. Devant eux gît l'unique chance de salut pour la colonne de chars. À l'intérieur de la caisse, les vibrations atteignent un seuil critique. Les rivets d'acier commencent à sauter des plaques de blindage, sifflant comme des coups de pistolet à répétition. Dans le compartiment moteur ouvert, la température grimpe selon une courbe exponentielle implacable. Le système de refroidissement de série est totalement impuissant face à la dissipation thermique de ce monstre d'aviation poussé à bout. Levchenko jette un regard furtif au capteur de température brisé. Les pièces commencent à fondre. Le moteur se dévore lentement lui-même pour maintenir cette vitesse de pointe impensable.
Le sergent écrase la pédale d'accélérateur au plancher. Il n'y a plus de repli possible. La mort est à leur trousse. La steppe se transforme en tôle ondulée. La caisse blindée du BT-7 décolle avec fracas sur les mottes de terre gelées. 15 tonnes de métal supplicié volent à travers le hors-piste moscovite. La suspension Christie hurle sous des surcharges extrêmes. Les ressorts d'usine se compriment au maximum, leurs spires d'acier s'entrechoquant dans un vacarme métallique. Le train de roulement n'est pas conçu pour 1600 chevaux. Le moteur d'avion Mikoulin déchire impitoyablement le châssis léger du char. Les maillons des chenilles arrachent des étincelles au tchernosium gelé. La boue s'abat en un flux continu sur le blindage frontal. En l'absence d'essuie-glace, les fentes de vision sont instantanément obstruées par un mélange gras. Le sergent Levchenko pilote désormais la machine totalement à l'aveugle. L'artillerie allemande ouvre un feu de barrage dense. Une batterie d'obusiers lourds tente de faucher cette cible isolée à la rapidité surnaturelle. Le premier obus tombe à 50 mètres sur le flanc droit. La terre se dresse comme un mur monolithique noir. L'onde de choc frappe le flanc d'acier avec une force colossale. L'engin de plusieurs tonnes est violemment déporté vers la gauche. La chenille droite manque de s'engouffrer dans une tranchée profonde. Levchenko crispe ses articulations jusqu'au craquement sur le levier de direction gauche pour redresser la course. Le moteur s'étouffe dans un rugissement, mais arrache le char à sa dérive. Une seconde explosion laboure le sol juste devant eux. Les éclats criblent la plaque frontale comme de la mitraille. Le métal résonne. Les ricochets s'élèvent en sifflant dans le ciel gris. Dans la tourelle, c'est un enfer physique. Le capitaine de la sécurité d'État, Elizarov, perd toute orientation dans cet espace clos. Les vibrations sèches à haute fréquence lui broient méthodiquement les os. L'absence d'amortissement transforme chaque chaos en un coup de masse impitoyable dans la colonne vertébrale. L'officier de la section spéciale s'agrippe, les doigts blanchis, aux mains courantes glacées du tourello de commandement. Il est projeté d'une paroi à l'autre. Sa capote en drap d'une propreté impeccable est imprégnée d'une sueur âcre et d'huile moteur renversée. La culasse d'acier du canon le frappe violemment aux côtes. Sa respiration se brise. Son estomac se noue sous l'effet des secousses constantes et insupportables. L'ordre d'exécution est resté à pourrir dans une flaque. Le système ne signifie plus rien. Il n'existe plus que le métal hurlant et la peur animale de la mort. Le bloc moteur commence à s'autodétruire à une vitesse fulgurante. La température dans le compartiment moteur dépasse toutes les normes critiques imaginables. Le système de refroidissement artisanal lâche complètement. L'eau des radiateurs s'évapore instantanément dans un sifflement strident. Le collecteur en fonte, chauffé à blanc, enflamme le vieil isolant. La gaine en caoutchouc des fils électriques commence à fondre. Une fumée noire, épaisse et incroyablement âcre pénètre dans le compartiment de combat par les fentes de la découpe au chalumeau. Il n'y a aucune ventilation. L'oxygène se consume rapidement. La cabine se transforme en une chambre à gaz étouffante. La fumée brûle les yeux jusqu'aux larmes de sang. La peinture des parois intérieures commence à cloquer et à se détacher en lambeaux toxiques. Levchenko suffoque. Il arrache de son cou un mouchoir sale et huileux qu'il plaque sur son visage ensanglanté. Il respire à travers, mais le filtre est dérisoire. Le monoxyde de carbone pénètre profondément dans ses poumons. Le sergent est pris d'une toux lourde et déchirante. Des gouttes rouges et épaisses s'écrasent sur le tableau de bord criblé. Le sang de ses capillaires éclatés se mélange à la suie noire. Sa jambe droite n'est plus qu'un bloc d'agonie pulsant. L'os fracturé
tourmente la chair enflammée à chaque fois qu'il actionne l'embrayage. Les semelles en caoutchouc de ses bottes de l'armée fusionnent avec les pédales d'acier brûlantes. Il appuie de nouveau sur l'accélérateur. Le régime monte de manière incontrôlée. L'aiguille mécanique du compte-tours se bloque définitivement dans la zone rouge avant de se briser dans un craquement. Le char bondit par-dessus un ruisseau asséché. Le choc contre la rive rocheuse opposée ébranle la caisse jusque dans ses fondations. Le ressort de suspension avant-gauche éclate. Un craquement de canon déchire l'air. C'est l'acier allié qui cède. Le nez du char s'affaisse brusquement. La roue tondeuse grince contre la plaque de blindage. Les chenilles commencent à pendre dangereusement. Ralentir signifierait la mort immédiate sous le feu de l'artillerie qui les encadre. Levchenko ignore totalement la rupture critique du train de roulement. Il maintient les leviers d'acier d'une poigne de mort. Le feu se propage au reste des munitions dans la niche arrière. Les douilles en laiton atteignent une température critique. La détonation thermique de la poudre peut survenir à chaque seconde. Elizarov s'effondre sur le plancher de la tourelle, souillé d'huile glissante. Il tente d'aspirer un peu d'oxygène au ras du fond métallique. Le capitaine de la sécurité d'État frappe désespérément le dossier blindé du siège du mécanicien avec la crosse de son pistolet de service. Ce n'est pas l'ordre impérieux d'un commandant, mais la supplique instinctive d'un homme qui étouffe. Levchenko ne prête aucune attention à ses coups sourds. Il est devenu un appendice biologique du moteur hurlant. L'homme et la machine ont fusionné en un unique mécanisme en décomposition, programmé exclusivement pour avancer. La douleur physique s'émousse. La peur se consume dans les flammes du moteur défaillant. Il ne reste qu'une concentration absolue, maniaque, sur une trajectoire invisible. À travers la fumée épaisse et la couche de boue sur le triplex brisé, Levchenko distingue les contours sombres de la forêt. C'est là que se trouve la position d'embuscade. C'est là que les canons anti-chars allemands attendent de sang-froid la colonne de marche soviétique. Un obus explosif de 150 mm s'abat exactement à 10 mètres derrière la machine lancée à pleine vitesse. L'onde de choc d'une puissance colossale donne au char une accélération surnaturelle supplémentaire. L'arrière s'embrase d'une flamme vive. Le BT-7 se transforme définitivement en un météore de feu. La transmission émet un hurlement strident, un râle d'agonie. Les dents des pignons principaux s'émiettent en une fine poussière d'acier. Le grincement métallique couvre même les détonations de l'artillerie. Levchenko sent physiquement la machine mourir entre ses mains. L'énorme moteur d'aviation fonctionne par pure autodestruction. Les lourds pistons percutent les soupapes affaiblies. Des tuyaux d'échappement tronqués jaillit une fontaine d'huile bouillante. L'arrêt est inévitable. La seule question est la distance qu'ils pourront encore parcourir. Le sergent arrache au moteur agonisant ses dernières gouttes de puissance. L'écart se réduit. Le bloc d'acier en flammes fend l'espace, laissant derrière lui une traînée de cendres huileuses. Devant, sur la route de terre défoncée, progresse la colonne de marche de la 4e brigade blindée. Les engins lourds broient méthodiquement la terre humide de la région de Moscou. Les équipages sont détendus, hors de la zone de contact visible. Ordre de marche. Écoutille ouverte. Les chefs de char fument, assis sur le blindage. Ils sont absolument aveugles. Les liaisons radio sont mortes. La route descend doucement vers une dépression profonde, entourée d'une sapinière d'automne dense. Dans la sapinière, la mort est camouflée.
30 canons anti-chars allemands. Les tubes d'acier froid sont dissimulés par des branches et des filets de camouflage. Les pointeurs ont depuis longtemps calé les réticules de leurs lunettes de visée sur les points de passage. Les servants sont figés. Les culasses sont verrouillées. Les obus perforants sont engagés. Les pièces attendent la distance optimale. Un piège de feu parfait. L'anéantissement total de la colonne soviétique est calculé avec une précision mathématique. Il ne reste que quelques mètres avant que le véhicule de tête n'entre dans la zone de destruction garantie. Levchenko voit cette disposition des forces à travers son triplex brisé, maculé de sang et de boue. Il fonce à l'intersection, droit à travers le champ labouré. À l'intérieur du compartiment de combat, la température atteint 115 degrés. La chaleur fait fondre l'isolant des fils. La peinture sur les parois intérieures de la caisse se couvre d'énormes bulles qui éclatent. Une fumée blanche toxique lui dévore les yeux. Il n'y a plus rien à respirer. L'oxygène a été totalement brûlé dans le brasier du moteur en surchauffe. Le cœur du mécanicien bat au rythme d'une rafale de mitrailleuse. Le pouls fait éclater les veines de ses tempes. Le moteur d'aviation se lance dans un hurlement final. Le son vire à l'ultrason aigu. Le métal crie de douleur. Levchenko écrase totalement la pédale d'accélérateur contre le plancher strié. La semelle de sa botte a fusionné avec le fer brûlant. Il sent physiquement les derniers liens se rompre à l'intérieur du bloc. « Tiens bon, le sobiste !» râle le mécanicien en crachant un caillot de sang noir sur le tableau de bord. « Fonce au centre !» hurle le capitaine Elizarov, cramponné aux mains courantes de la tourelle. La catastrophe interne du moteur se produit en une fraction de seconde. Le lubrifiant s'est totalement évaporé. La friction détruit les segments. Le piston du 6e cylindre se grippe net sous l'effet d'une dilatation thermique monstrueuse. Le vilebrequin continue sa rotation à une vitesse folle par inertie. La bielle en acier allié, rompue, percute le lourd bloc moteur en aluminium de l'intérieur. Un morceau de métal chauffé à blanc, de la taille d'un poing, est projeté à l'extérieur, transperçant la mince cloison blindée interne. Une fontaine d'huile moteur bouillante jaillit de toutes parts. Le liquide s'enflamme instantanément au contact du collecteur d'échappement incandescent. L'arrière du char explose en une flamme orange vive. Le feu enveloppe immédiatement tout le compartiment moteur. Un coup de bélier hydraulique d'une violence inouïe brise l'arbre de transmission en deux. La boîte de vitesse vole en éclats. Les dents des pignons martèlent le blindage de l'intérieur, perçant les réservoirs. Il n'y a plus de poussée. Le moteur est mort. Il ne reste que l'énergie cinétique incontrôlable de 15 tonnes de métal en feu. La chenille gauche ne survit pas au choc thermique. L'axe en acier casse. La bande de roulement déraille des galets dans un grincement sauvage. Les maillons se déroulent sur le sol comme un fouet de fer mortel, fauchant les arbustes. Le char perd instantanément toute direction. La vitesse prodigieuse et l'absence d'appui à gauche projettent la machine ardente dans une dérive brutale et incontrôlée. Le char part en tête à queue. Le BT-7 en flammes glisse de flanc sur la boue détrempée, exactement entre les positions allemandes camouflées et la colonne de la 4e brigade. La boue jaillit en éventail sous les galets nus. Le frottement du métal contre les pierres arrache des gerbes d'étincelles. La machine se transforme en un immense bouclier ardent et irrésistible. Le commandant de batterie allemand donne brusquement l'ordre d'ouvrir le feu. Les nerfs des artilleurs lâchent sous la tension. L'embuscade est démasquée, le plan est ruiné, les pièces tirent en salve,
Le premier obus perforant percute de plein fouet le flanc droit du char, qui glisse de côté. Un choc cinétique monstrueux ébranle la machine. Le blindage est enfoncé. À l'intérieur de la cabine, une gerbe d'éclats brûlants explose. Levchenko reçoit un coup à l'épaule gauche. L'os est broyé. La douleur paralyse la moitié de son corps. Il s'effondre, la poitrine sur les leviers de direction. Le second obus emporte la tourelle. Le cordon de soudure du chemin de roulement lâche. La structure de plusieurs tonnes recule dans un fracas de canon. Elizarov est projeté sur le plancher nervuré. Le capitaine hurle de douleur. Un éclat lui sectionne 2 doigts de la main droite. Le sang jaillit en un jet pulsatile sur le métal brûlant. Un troisième obus de 75 mm frappe de plein fouet le compartiment moteur en feu. Les restes du moteur d'aviation volent en poussière. Une explosion interne d'une violence extrême soulève l'arrière du char haut dans les airs. La machine ardente se retourne. La caisse de plusieurs tonnes écrase la terre gelée. Le bloc d'acier déformé, enveloppé de flammes rugissantes, s'enfonce dans le sol avec un grincement assourdissant, exactement sur la ligne de feu de la batterie allemande. La carcasse en flammes obstrue totalement le secteur de tir. Elle encaisse toute la fureur meurtrière des canons allemands. Les obus martèlent méthodiquement le blindage soviétique mort. Le métal plie, se déchire, fond, mais fait physiquement barrage à la mort qui visait la colonne de marche. Les commandants de la 4e brigade réagissent instantanément au combat soudain qui éclate devant eux. Les chars quittent brusquement la route. Les tourelles pivotent lourdement vers les lueurs de l'artillerie. L'embuscade est repérée. Les canons des chars soviétiques ouvrent un feu de riposte nourri sur les points de tir ennemis identifiés. Les obus explosifs déchiquettent les positions allemandes. Le piège est brisé. À l'intérieur du cercueil d'acier retourné et embrasé, le temps n'existe plus. La température grimpe en flèche vers un seuil critique. Le feu lèche les restes des munitions dans le compartiment de combat. L'air est devenu un plasma qui brûle les poumons. Levchenko gît sur le plafond de la cabine maculé de sang. Sa main droite est cassée. Son épaule gauche est transpercée. Sa jambe est broyée. Son visage n'est plus qu'un masque pourpre. Il entend, à l'extérieur, les lourds obus soviétiques exploser, neutralisant méthodiquement les canons allemands. L'objectif est atteint. Le mécanicien aspire l'air brûlant dans un râle pénible. Il cherche l'osobiste du regard dans la fumée épaisse. « Capitaine !» Levchenko s'étouffe avec son sang. « Capitaine, vers la sortie. On décroche. » Pas de réponse. Seul le crépitement régulier et prédateur des flammes dévorant le métal. Le feu se referme sur eux en un cercle dense et impénétrable. Les obus de la 4e brigade blindée déchiquettent la forêt d'automne. L'embuscade est totalement anéantie. Les artilleurs allemands ont commis une erreur fatale en révélant leurs coordonnées exactes par leur première salve prématurée sur la cible volante en flammes. 30 canons camouflés ont reçu une riposte mortelle immédiate. Les lourds chars soviétiques Kliment Vorochilov et les nouveaux engins moyens T-34 tirent en tir tendu sans la moindre interruption. Les charges explosives de 76 mm broient les canons anti-chars PAK-38 et leurs servants en une bouillie sanglante. L'acier brûlant des éclats déchire la chair humaine. Les ondes de choc balaient les retranchements en rondins. Les arbres s'abattent dans un fracas sectionné par la lourde mitraille. La terre gelée brûle. Le piège tactique idéalement planifié a cessé d'exister en quelques minutes. La vague d'acier de la colonne soviétique s'arrête à une distance de sécurité. Les mécaniciens conducteurs coupent les moteurs diesel en surchauffe.
Les tireurs en tourelle achèvent méthodiquement les soldats ennemis survivants par de courtes rafales de mitrailleuses ajustées. Les optiques cherchent des cibles vivantes parmi les affûts en feu. Le combat dure exactement 7 minutes. Puis, un silence absolu s'installe. Ce silence est bien plus assourdissant que la canonnade ininterrompue. Il pèse sur les tympans déchirés comme une presse de plomb. À travers le sifflement d'une lourde commotion, seul perce le crépitement monotone du métal déformé qui refroidit. Le BT-7 retourné gît au milieu du champ labouré de cratères frais. La machine est absolument morte. La partie arrière et la caisse blindée est devenue un bloc informe de scories d'acier fondu. Le bloc d'aviation a totalement brûlé de l'intérieur. Le moteur a donné sa dernière étincelle d'une puissance monstrueuse pour barrer la ligne de feu. Toute l'énergie mécanique s'est consumée dans cet ultime élan suicidaire. La trappe d'évacuation inférieure tombe dans la boue liquide avec un grincement. Les épaisses charnières d'acier ont été sectionnées par l'explosion interne des munitions. Dans l'étroite fente formée entre le blindage brûlant et la terre froide, une main humaine ensanglantée s'insinue. Le sergent Levchenko rampe péniblement vers l'extérieur. Son épaule gauche est transpercée par un large éclat dentelé du blindage frontal. Un sang sombre et épais inonde sa manche déchirée. Sa jambe droite traîne sur le sol comme un poids mort, laissant un sillon profond. Le visage du mécanicien n'est qu'une brûlure pourpre continue causée par l'huile moteur bouillante. Sa gymnastiorka en toile couve sur son large dos. Le sergent s'agrippe de sa main valide aux mottes gelées du tchernosium moscovite. Par des tractions puissantes et désespérées, il tire son corps supplicié vers l'avant. Il suffoque, crachant une suie noire et épaisse mêlée de sérosité rose. Il rampe à 2 mètres de la caisse en flammes et se retourne brusquement. Levchenko plante ses doigts recroquevillés dans le col rigide d'une capote d'officier. Il serre les dents jusqu'au craquement et traîne avec lui le capitaine de la sécurité d'État. Elizarov est vivant. L'officier de la section spéciale, hébété, s'extrait lourdement des entrailles fumantes du char détruit pour tomber directement dans une flaque d'automne glacée. L'eau boueuse siffle bruyamment au contact de ses vêtements de drap brûlant. Le capitaine aspire l'air par saccades, dans un sifflement. Sa main droite est grossièrement enveloppée d'un lambeau sale provenant d'un paquet de pansements individuels. L'index et le majeur ont disparu. Les bords déchiquetés de la plaie béante pulsent rapidement. Le sang artériel frais traverse par saccades le pansement de gaz détrempé. Ils gisent tous deux dans la boue froide et collante, à 10 mètres de l'engin de combat, totalement détruit. 2 hommes ayant miraculeusement survécu à l'impact direct et concentré de 30 pièces d'artillerie allemande. Levchenko se roule sur le dos. Il regarde droit vers le ciel gris, bas, lourdement chargé de fumée de poudre. Une pluie froide et battante frappe impitoyablement son visage brûlé. La douleur physique perd tout son sens. La tâche d'ingénierie est accomplie. Les chenilles sont intactes, la brigade blindée est sauvée, la batterie ennemie est anéantie. « Exécute la sentence, capitaine !» râle le mécanicien. Sa voix résonne comme le grincement sec d'une lime rouillée sur de la fonte morte. Article 58. Sabotage délibéré du matériel de guerre. Ton char n'existe plus. Le préjudice matériel est flagrant. Elizarov se redresse avec une peine immense. Il s'appuie de sa main gauche valide sur la terre mouillée et tremblante. Il regarde longuement, avec une attention extrême, la carcasse calcinée et fumante
Puis il tourne son regard lourd et vide vers Levtchenko mutilé. Pas de belles paroles de gratitude, pas de vains discours sur le rachat de la faute par le sang versé. L'officier fouille silencieusement dans la poche intérieure de sa capote déchirée et brûlée. Ses doigts trouvent une feuille de papier administratif jaune pliée en deux. La dénonciation. L'ordre d'exécution officiel, dûment approuvé. Le document est largement maculé de sang humain et d'huile moteur noire. Mais le sceau à l'encre bleue du commandant de bataillon est encore parfaitement visible. L'officier de la section spéciale sort de sa poche latérale une Bellomorcanale froissée. Il serre le bout de carton sale entre ses lèvres gercées et ensanglantées. Il n'a pas d'allumette. Elizarov se lève lourdement. Il vacille violemment sous l'effet du manque d'oxygène et de l'importante perte de sang. Lentement, en traînant la jambe gauche, il s'approche tout près du char embrasé. Une chaleur infrarouge intense frappe son visage blafard. Le capitaine plaque fermement le document officiel de la sentence contre le collecteur d'échappement chauffé à blanc du moteur d'aviation mort. Le papier jaune noircit instantanément. Il s'enroule sur lui-même, s'enflammant d'une lueur jaune, vive et pure. Elizarov porte avec précaution la sentence ardente à son visage. Il tire une bouffée profonde, avide, de sa cigarette. La fumée de tabac âcre se mélange à l'odeur épaisse de chair brûlée et de cellulose calcinée. Il jette négligemment les restes du papier consumé à ses pieds, directement dans la flaque. Il écrase les cendres grises de sa lourde botte ferrée. Le document a définitivement cessé d'exister. La machine répressive d'État a connu un raté délibéré sur ce mètre carré précis d'un front gelé. Levtchenko ferme lentement les yeux. Il entend distinctement le grincement rythmique des ressorts des voitures sanitaires de la 4e brigade blindée qui approche. Le fracas sonore des chenilles des tracteurs soviétiques. Les cris des infirmiers. Des êtres vivants viennent chercher les survivants du combat. Mais cela n'a plus aucune importance. La course personnelle du sergent contre le temps est terminée. La grande guerre ne fait que commencer et exige de nouvelles victimes. Il y aura de nouveaux ordres cruels du commandement. Il y aura de nouveaux matériels de combat imparfaits. Il y aura de nouvelles morts absurdes et de nouveaux défis d'ingénierie impossibles. La carcasse du BT-7 calciné resta à jamais couchée dans la boue froide de la région de Moscou. Le métal allié déchiré de la caisse blindée se couvrit rapidement d'une épaisse rouille brune. Les chenilles d'acier, arrachées par l'explosion interne, s'enracinèrent définitivement dans le tchernosium d'automne. Le lourd bloc-cylindre d'aviation fusionna avec la transmission détruite en un unique monolithe hideux et indissociable. Ce bloc de fer mort, immense et déformé, ne fut jamais retiré du champ de bataille. Il resta là, à rouiller et à pourrir sous les pluies battantes d'automne et les lourdes neiges de l'hiver 1941. Un monument absolument muet à la folie humaine, à la cruelle nécessité du front et au devoir militaire accompli.